Cette vidéo va certainement créer beaucoup de polémiques, mais je n'en suis pas désolé, parce qu'au fond, j'y partage le plus profond de ma pensée. Un État doit protéger ses minorités. Un État doit tout faire pour que ces minorités restent protégées. Moi, j'ai grandi dans la ville de Yaoundé, au Cameroun, dans un quartier qui s'appelle Nkomkana, qui est un quartier défavorisé de la capitale. J'aime toujours le préciser parce que ce que je suis aujourd'hui découle profondément de cet environnement dans lequel j'ai grandi. L'un des quartiers qui était favorisé dans la capitale, on le considérait comme le quartier des bobos. Bobo, c'est une expression qui veut dire des personnes nanties, des personnes aisées financièrement. C'était le quartier Bastos. Et à Bastos, il y avait un endroit où se trouvait la chefferie Bastos. Ça veut dire que le chef des ressortissants de cet endroit habitait à ce niveau. Donc chaque jour, lorsqu'on passait à Bastos, c'était un peu comme l'un des repères. À cette époque-là, je n'avais pas suffisamment de connaissances sur le plan culturel, sur le plan spirituel. Donc tout ce que je savais, c'était le fait que ici réside le chef Bastos, de la communauté Bastos. Parce que Bastos, c'est le village de certaines personnes. Et quelques années plus tard, vous savez ce qui s'est passé? Cet endroit où se trouvait la chefferie Bastos est devenu une boulangerie et un restaurant. Ça veut dire qu'on a détruit la chefferie et on a construit à l'endroit où se trouvait la chefferie une boulangerie et un restaurant. Oui, certaines personnes vont me dire, nous sommes dans la capitale. La boulangerie est très jolie, le restaurant est très beau. Ça améliore le paysage de la capitale. La chefferie était même déjà trop vieille. En plus, dans un quartier aussi favorisé, une vieille chefferie pareille, on doit l'enlever. Et d'autres personnes vont me dire, mais c'est normal. Si le chef des Bastos a vendu son terrain, c'est normal que ceux qui ont acheté le terrain y construisent leur restaurant, leur boulangerie et tout ce qu'ils veulent. Le chef n'a qu'à aller prendre cet argent pour aller ailleurs. Il a vendu, on a acheté, c'est tout. Tout État doit protéger ses minorités. Un État doit tout faire pour protéger ses minorités. Parce que c'est avec beaucoup de recul que je me rends compte que c'est très grave, c'est trop grave. Nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains. En Afrique, lorsqu'il y a un problème dans la famille, on se réfère parfois à nos cultures, à nos traditions, à nos rites pour pouvoir résoudre ces problèmes. Si vous n'y croyez pas, c'est simplement par pure naïveté. Dans votre corps, il y a le sang de vos ancêtres. Dans votre corps, il y a les gènes de vos ancêtres. Ça veut dire que vous venez d'une lignée. Et il y a certains problèmes qu'on ne peut résoudre qu'en le faisant en famille à travers certains rites, certaines traditions qui découlent de notre culture et de notre spiritualité africaine. Et dans notre spiritualité africaine, il y a des symboles qu'on doit toujours préserver. Lorsqu'une communauté n'a plus de village, comment elle fait? Lorsqu'une communauté n'a plus de chef traditionnel, comment elle fait? Si aujourd'hui un Bastos vous rencontrez son chef traditionnel, il le rencontre où? À la boulangerie? Au restaurant? Dans un bar?
les symboles de cette communauté qui est devenue une minorité du fait que la capitale s'est installée dans leur village en réalité, ça fait en sorte que cette minorité doit disparaître? Non, c'est l'État qui doit préserver ces minorités. Oui, il existe des lois qui permettent de préserver des minorités, mais ces lois parfois ne sont pas respectées. Est-ce qu'on doit laisser une communauté disparaître? Si cette communauté-là, si les ressortissants de cette communauté se retrouvent en train d'avoir des problèmes sur le plan spirituel, sur le plan traditionnel, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se référer où? Ils vont aller où? Lorsqu'ils n'ont plus de village, lorsque leur chef n'a même plus sa chefferie. Juste le pouvoir de l'argent. Nous sommes dans une société dans laquelle, juste parce qu'on a de l'argent, on peut faire ce qu'on veut. On peut acheter tout un village, on peut raser tout le village et y mettre un bar. On va détruire tout le patrimoine culturel, tout le patrimoine spirituel, tout le patrimoine traditionnel, toute la spiritualité de tout un peuple qui est devenu minoritaire, qui est devenu une minorité, juste parce qu'on a beaucoup d'argent. L'État doit protéger ceux qui sont faibles de ceux qui ont beaucoup d'argent, pour que ceux qui ont beaucoup d'argent n'abusent pas de leur pouvoir. Oui. Pourquoi est-ce qu'on dit que vous ne devez pas sortir avec une mineure? Pourquoi est-ce que la loi le dit? Parce que la loi pourrait aussi dire, tu as couché avec une fille de 12 ans, mais elle était consentante, elle a accepté. Pourquoi est-ce que la loi dit que tu ne dois pas le faire? La loi ne voudrait pas que tu utilises un pouvoir qui est trop grand pour influencer quelqu'un qui n'a pas encore suffisamment de maturité pour prendre des décisions qui prennent en compte tous les dangers et tous les risques de par sa maturité. C'est pour ça que l'État te dit, ou plutôt la loi te dit, tu ne peux pas aller avec telle fille à cause de son âge. Tu ne peux pas faire telle chose, même si tu en as les moyens. Tu ne peux pas acheter telle superficie. Tu ne peux pas acheter telle superficie de terrain, même si tu as l'argent. Tu ne peux pas avoir des titres fonciers d'une certaine superficie, même si tu as les moyens d'acheter. Oui, la loi le dit, mais pourquoi ça ne s'applique pas? Pourquoi est-ce qu'on laisse autant disparaître les minorités? Moi, je trouve que c'est anormal. Je trouve que c'est un gros problème grave qui un jour va entraîner la guerre dans notre pays. Parce que imaginez-vous un seul instant. Vous avez des parents qui sont dans leur village, qui s'appelle Bastos. Ils sont nés là. Leurs ancêtres sont enterrés là. Mais étant donné qu'ils n'ont pas pu s'en sortir sur le plan social, sur le plan économique, pour plusieurs raisons qui découlent aussi de l'État, qui doit mettre en place une politique qui permet au moins une certaine équité. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde va devenir riche. Ça ne s'est produit dans aucun pays, mais au moins permettre à ce qu'il y ait une certaine équité pour que les gens, même s'ils n'ont pas un pouvoir financier important, au moins qu'ils puissent rester dignes dans leur manière de vivre. L'État doit les protéger. Sauf que aujourd'hui, ils sont vulnérables. Quelqu'un va donc venir dire, votre terrain-ci, je vous donne 100 millions. Il observe toute sa famille. Il se rend compte qu'il n'a jamais eu cet argent. Et l'État n'est pas en train de le protéger. Même si la loi parfois encadre cela, mais sur le plan opérationnel, ce n'est pas fait. Il se dit, je prends ces 100 millions-là parce que je souffre. Je peux au moins aider ma famille avec. Et il vient de brader tout le patrimoine culturel, spirituel de toute sa lignée pour 100 millions. Est-ce que ça vaut 100 millions? Moi, quand j'étais petit, je pensais que Nkonsamba, c'est un village des Bamileke. Moi, je pensais que Nkonsamba, c'est un village des Bamileke. Je pensais que Mandjo, c'est un village des Bamileke. Je pensais que Penja, c'est un village des Bamileke. Je pensais que Ndjombe, c'est un village des Bamileke. Je suis sûr que peut-être jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui pensent pareil. Et pourquoi est-ce que je pensais pareil? Je pensais pareil parce qu'il y a des membres de ma famille qui habitent en Nkonsamba depuis 50 ans, qui sont décédés là-bas et qu'on a enterrés là-bas. Ça veut dire que c'est un village ou alors c'est une ville qui a été envahie par des personnes qui viennent d'une autre région, jusqu'au point où on a l'impression que c'est désormais leur village.
l'État doit protéger ces minorités. Ce n'est pas juste parce qu'on a de l'argent qu'on peut faire ce qu'on veut. Non. Parce que ça va détruire ce pays. Quand les enfants vont venir, ils vont souffrir. Ils vont finir l'école, ils ne vont pas trouver d'emploi. Ils vont essayer de se battre comme ils peuvent, faire des petits jobs. Ça ne va pas donner, ça ne va pas fonctionner. Ils vont se poser la question, mais attends, nos parents ne nous ont rien laissé. On va leur dire non, ils vous ont laissé beaucoup de choses. Le terrain, si c'était le terrain de votre père, il a vendu ça à 200 millions. Vous voyez l'immeuble ici, c'est l'endroit où vos ancêtres sont enterrés. On avait vendu le terrain à 300 millions. Vous voyez le quartier ici où il y a des maisons prestigieuses là, vos ancêtres habitaient là. Mais vos parents, comme ils étaient pauvres, ils n'étaient pas protégés par l'État, ils ont été obligés de brader le terrain. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent d'ailleurs, qui habitent là. Quand je dis viennent d'ailleurs, ce n'est pas qu'ils ne sont pas camerounais, qu'ils ne sont pas africains, mais ils viennent d'autres régions. Et ils ont réussi à s'accaparer de cela parce qu'ils ont le pouvoir financier et parce que ces minorités ne sont pas protégées. Est-ce que parce qu'on a de l'argent, on peut faire ce qu'on veut? Si on pouvait faire ce qu'on veut parce qu'on a de l'argent, on devrait donc annuler tous les tribunaux. C'est que comme j'ai de l'argent, je peux aussi tuer quelqu'un. Comme j'ai de l'argent, je peux violer n'importe qui et je m'en fous parce que j'ai de l'argent. Comme j'ai de l'argent, je peux venir là où tu habites, j'achète ton terrain, je détruis et je construis là-bas, je sais pas, un musée. Est-ce qu'on doit laisser des gens faire ce qu'ils veulent juste parce qu'ils ont de l'argent? Au point où on va détruire le patrimoine que nous avons. Parce que le patrimoine culturel, spirituel, c'est aussi ça qui fait notre beauté. C'est cette diversité qui nous permet d'avoir quelque chose à apporter au monde. Si aujourd'hui on dit par exemple qu'on veut ouvrir une école camerounaise en France, on va enseigner quoi dans cette école? On ne va pas venir enseigner le français. On ne va pas venir enseigner ce que les autres nous ont enseigné. On va leur enseigner notre particularité. Quand vous voyez les écoles russes qui sont au Cameroun, qui sont au Togo, au Tchad, dans ces écoles-là, on parle de la culture russe. On parle de la tradition russe. On parle le russe. Quand vous voyez les écoles américaines, c'est pareil. Les écoles turques, c'est pareil. Les écoles chinoises, c'est pareil. Si on doit ouvrir une école camerounaise aux États-Unis, on va enseigner quoi dans cette école-là? Si ce n'est nos traditions, si ce n'est notre culture, si ce n'est nos rites. Et nos cultures sont belles grâce à leur diversité. Et cette diversité découle du fait que chaque région du Cameroun a une culture, a une tradition, a des rites, a une spiritualité. Et c'est le fait d'avoir tout ça qui crée une sorte de patchwork, une sorte de puzzle où on peut avoir plusieurs types de cultures qu'on peut partager, qu'on peut enseigner à nos enfants, que nos enfants vont utiliser pour pouvoir avoir confiance en eux, en comprenant que leurs ancêtres étaient valeureux et ont pu leur léguer ces éléments culturels sur lesquels ils vont s'appuyer, non seulement pour développer leur créativité, mais surtout pour pouvoir développer un modèle de société qui s'appuie sur nos cultures, qui s'appuie sur nos traditions et qui s'appuie surtout sur notre spiritualité africaine. Sauf qu'aujourd'hui, c'est en train d'être détruit. Quand vous arrivez dans certaines villes, comme la ville de Douala, d'abord la manière dont les maisons sont construites, notre culture a disparu. Si vous arrivez dans un quartier comme Dedo à Douala, à quoi? Vous regardez, vous allez vous rendre compte que les minorités ont disparu au pouvoir de l'argent. Allons maintenant à l'ouest Cameroun. Moi, je suis de l'ouest Cameroun, hein, parce que quand je parle là, on peut croire que je suis d'une autre région. Je suis en train de faire une analyse froide. Chaque week-end, si vous partez à l'ouest Cameroun, vous allez voir que l'axe Lou est bondé de monde parce que les gens vont au village, parfois pour des obsèques. Ce que j'appelle l'industrie des obsèques. Parce que l'industrie des obsèques, en fait, permet de développer l'ouest Cameroun. Chaque week-end, on va aux obsèques. Comme on va aux obsèques là, il ne faudrait pas que les gens arrivent chez moi et ils se rendent compte que ma maison n'est pas correcte. Donc chacun essaye d'arranger sa maison.
Chacun essaye de mettre la peinture, chacun essaye de mettre l'électricité, chacun essaye de mettre un forage. Quand le deuil c'est chez toi, tu essayes de bien accueillir les gens, donc tu arranges l'endroit où tu te trouves. Parfois, il y a des tontines qui permettent de pouvoir cotiser et aider la personne qui a eu un problème ou alors qui a été victime d'un deuil. C'est comme ça que cette collectivité basée sur notre culture, sur nos traditions, permettent de développer nos villages, ce que j'appelle l'industrie des obsèques. J'en ai déjà produit plusieurs contenus, donc je ne vais pas entrer en détail dessus. Moi, si je prends l'exemple de ma communauté, parce que moi, je suis de la communauté Futuni, qui est un groupement en réalité, mais il y a plusieurs réalisations dans notre groupement qui ont été mises sur pied par les villageois. Ce n'est pas l'État. Il y a des villages à l'ouest Cameroun où ce n'est pas l'État qui a mis la lumière, où ce n'est pas l'État qui offre l'eau, où ce n'est pas l'État qui construit même les routes. Il y a un lobbying dans le village, commençant par le chef du village qui représente l'autorité traditionnelle. Et toutes les différentes réunions, les notables et tout qui se mettent ensemble pour former un puissant lobbying. Non seulement pour faire en sorte qu'il y ait des marchés publics dans ce village, par exemple pour construire une route, ou alors tout simplement pour construire un hôpital ou approvisionner cet hôpital, ou alors permettre à ce que dans le village on puisse avoir de l'eau, qu'on puisse avoir des maisons qui sont bien construites, ainsi de suite. C'est parce qu'on est en train de respecter la culture, la tradition, que ces villages se développent. Mais pourquoi est-ce que l'État ne protège pas les autres communautés? Pour que ces autres communautés puissent aussi préserver leur patrimoine culturel et ainsi pouvoir se développer aussi. On n'est pas obligé d'avoir les immeubles comme en Occident. L'Occident construit les immeubles parce qu'ils n'ont pas de terre. Ils sont obligés de faire un immeuble dans lequel vivent 6000 personnes. Parce qu'il n'y a pas l'espace. Nous, on a l'espace. On n'est pas obligé de construire comme eux. On n'est même pas obligé d'utiliser les mêmes matériaux de construction qu'eux. Je prends un exemple à Douala. À Douala, il fait très chaud. Pourquoi on ne construit pas avec la brique de terre? Pourquoi on construit avec le ciment qui laisse traverser la chaleur, qui fait en sorte qu'on est chaud dans une maison, alors qu'on a la brique de terre qui est là? Après, c'est un autre débat. Je peux entrer sur le lobbying du ciment. Je peux entrer sur tout ce qui permet à ce que nous ne puissions pas nous développer réellement en utilisant les valeurs que nous avons parce que plusieurs personnes ont des intérêts économiques. Et on rentre encore dans l'économie, on rentre encore dans l'influence, on rentre encore dans l'argent qui empêche qu'on utilise les valeurs culturelles pour nous développer à notre façon. Est-ce qu'on doit se développer comme les autres? On doit se développer en utilisant notre culture, notre tradition. Bien sûr, on doit la moderniser. On doit l'adapter à notre époque. On doit pouvoir faire des recherches. On doit permettre à nos chercheurs de pouvoir améliorer nos pratiques traditionnelles et spirituelles pour que nos villes et nos villages puissent avoir une architecture qui correspond à notre mode de pensée qui découle de notre culture et de nos traditions. L'État n'est pas en train de protéger ces minorités-là et on est en train de perdre donc tout le savoir-faire de nos ancêtres qui se retrouvent dans toutes les régions du Cameroun avec cette diversité incroyable qui fait notre particularité. Nous sommes en train de perdre ce qu'on a de plus cher au pouvoir de l'argent. Quelqu'un a de l'argent, tout un village lui appartient. Juste parce que quelqu'un a de l'argent, il vient dans un quartier, il achète tout. Ça devient sa propriété privée. Quelqu'un a 800 terrains. Quelqu'un a 60 hectares à son nom. Ou alors il utilise des stratagèmes pour l'avoir son nom avec des prête-noms. Est-ce qu'on doit laisser ça faire? Juste au pouvoir de l'argent? On doit imposer à ce que si tu viens dans un endroit où tu vas acheter un terrain dans lequel il y a un patrimoine culturel qui est au niveau de ce terrain-là, tu dois pouvoir préserver cela. On peut même t'imposer de construire une autre chaufferie plus jolie, modernisée, avec des architectes qui vont aller faire des recherches dans notre culture. Tu vas mettre ton restaurant à côté, mais la tradition t'impose, ou du moins l'État t'impose de préserver ces minorités en construisant un autre palais traditionnel, plus moderne, plus épuré. Pour qu'on ne perde pas nos cultures et nos traditions. On perd notre culture pour le restaurant. Restaurant dans lequel on mange les croissants importés. On mange les pains de chocolat importés. Parce que si on faisait au moins ça, pour qu'on puisse développer l'agriculture, pour qu'on puisse recruter des jeunes qui sortent des écoles, qui vont aller cultiver le manioc, cultiver le riz, pour en faire des farines, pour qu'on puisse transformer cela et vendre dans ces boulangeries, dans ces restaurants. J'aurais dit, bon, ok, peut-être il y a une compensation, même si elle n'est pas totalement complète, parce qu'on doit préserver le patrimoine culturel, mais ce n'est pas le cas. On détruit notre culture pour vendre les produits importés.
en utilisant le ciment importé, en utilisant les meubles importés. L'État doit préserver nos cultures, nos traditions et nos minorités. Si ce n'est pas le cas, ces enfants qui souffrent, qui sortent de l'école, qui ne trouvent pas d'emploi, quand ils vont se rendre compte qu'ils n'ont rien, que leurs parents ont tout vendu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils vont revenir rencontrer ceux qui ont acheté ces biens à leurs parents en disant « Vous avez trompé nos parents ». Un peu comme on va te dire que tu as trompé une mineure. Que oui, vous avez acheté, c'est vrai, mais ils n'avaient pas pris suffisamment conscience du fait que nous aussi on sera là et qu'on va manquer de tout. Donc soit vous allez nous payer pour ça, soit vous allez partir de là. Ça va arriver tôt ou tard. Tant que l'État ne met pas en place une politique opérationnelle, je ne parle pas des documents, parce que je sais qu'il y a tous les documents qui existent, qui expliquent tout dans ce pays, parce qu'on a peut-être les meilleurs juristes du monde entier. C'est dans les documents, je sais, mais sur le terrain, tant que ce n'est pas fait, tôt ou tard, il y aura la guerre à cause de ce problème dans ce pays. J'ai parlé à cœur ouvert. Je sais que la vidéo est très longue, je pourrais aller beaucoup plus loin. Mais c'était nécessaire que je partage ce coup de gueule. Moi, je voudrais témoigner mon amour à toutes les régions du Cameroun, à tous les ressortissants de toutes les régions. Parce que nous sommes tous des ignorants, mais pas de la même chose. Dans une culture, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours une grande sagesse. Et on ne peut pas laisser cette sagesse-là et tout cela disparaître. Moi, je suis content de rencontrer des personnes du Sud parce que leur culture possède une grande sagesse qui me permet d'apprendre et de me développer et qui peut même devenir un patrimoine sur le plan économique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on confectionne des tenues, il y a des tissus qui proviennent du Sud Cameroun qu'on peut utiliser pour pouvoir confectionner des tenues qui racontent l'histoire du Sud et qui seront brandées SM qu'on peut vendre à travers le monde parce que ces tenues vont raconter une histoire que les autres n'ont pas. Pareil avec le nord du Cameroun, pareil avec le nord-ouest, le sud-ouest, pareil avec l'ouest, pareil avec le littoral, pareil avec l'est, pareil avec toutes les régions. On ne peut donc pas laisser que certaines personnes juste mercantiles, parce que ces personnes ont de l'argent, on les laisse détruire tout notre patrimoine culturel, spirituel, traditionnel, juste parce qu'elles ont de l'argent et qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Si l'État ne prend pas des mesures fortes par rapport à ça, un jour il y aura la guerre. Un travail pro commence par un pro en SM. Change toute ta garde-robe, remplace tout par SM de la tête aux pieds. Désormais tu t'habilles en SM. Un avenir propre commence par un style en SM. Par un style en SM.